Et je vous propose maintenant de parler de leadership avec Marion Darrieutor. Bonjour Marion. Bonjour. Alors vous êtes fondatrice de l'agence Elan, rachetée par Edelman. Aujourd'hui, vous êtes CEO du cabinet de conseil The Arcane. Vous êtes en même temps présidente du think tank Entreprise et Progrès. Et vous publiez cet ouvrage qui s'appelle Le temps des leaders pop. C'est aux éditions de l'Aube. Alors avant qu'on revienne sur ce que c'est qu'un leader pop, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur le début du livre. Vous racontez en fait que vous vous êtes plié à un certain nombre de codes de l'entrepreneuriat et de la réussite, qui t'a en fait tombé dans un certain nombre de stéréotypes, on va dire ça comme ça, jusqu'à vous perdre vous-même. Et ma première question, c'est en même temps, si vous ne vous étiez pas plié à tout ça, est-ce que vous en seriez arrivé là où vous en êtes arrivé ? C'est une super question et la réponse est non. Et il a fallu effectivement que je m'égare, enfin, à la fois que j'expérimente un système qui n'était pas totalement fait pour moi, que je m'égare et que je me questionne pour en arriver vraiment à savoir ce que je voulais vraiment. Voilà. Donc effectivement, c'est ce que je décris dans l'introduction du livre. Le leadership, en fait, c'est quelque chose qui est assez normé, qui est assez codé. On devient leader, on est mis en situation de responsabilité, mais en fait, on ne nous donne pas toujours le mode d'emploi qui va avec. Et on apprend un mode d'emploi qui est théorique, mais pas qui nous correspond pas forcément. Or, derrière des leaders, il y a un homme, il y a une femme qui a sa personnalité, qui a ses valeurs, qui a son logiciel. Et parfois, on plug des attitudes, des comportements qui ne nous vont pas toujours. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que quand je suis devenue manager et que j'ai été mise en responsabilité, j'ai cru que c'était comme ça qu'il fallait être leader, en tout cas par rapport à ce que j'avais lu, regardé autour de moi. Et puis peu à peu, je me suis rendu compte que c'était pas exactement ce qui me correspondait. Non, mais ça va très très loin, parce que je me suis même demandé si vous n'exagériez pas, parce que vous racontez que vous étiez obligé d'attacher vos cheveux. Oui, effectivement, il y a un de mes patrons qui m'avait fait cette remarque. Vous voyez, j'ai les cheveux plutôt frisés qui prennent de la place et qui m'avait dit tu vas quand même pas aller comme ça en réunion, ça fait un peu souillon. Et donc c'est ça, parce que aussi parfois dans certains secteurs, les codes, ce sont aussi des codes physiques, parce que tout est normé, certains secteurs sont normés, et le cheveu frisé dans certains secteurs marche moins bien que le brushing. Oui, mais quand même, je me dis, c'est le secteur de la communication, la créativité, la liberté de ton, et en fait, non. En fait, non pour certaines personnes, mais en fait, oui pour moi. Mais en fait, parfois, on pense, dans mon métier du conseil et du consulting, qui est mon métier, que parfois, pour être accepté, il faut se conformer à l'univers de notre client. Donc, si, par exemple, je vais dans la banque, peut-être que je serai en costume et surtout pas en blouson en cuir. C'est une espèce de... c'est peut-être des idées reçues, mais c'est l'expérience que j'ai eu à en faire. Je peux comprendre aussi d'une certaine façon que pour se faire accepter chez un client, il puisse se Faut lui ressembler un peu. leur ressembler peut-être un peu. Pour autant, avec le temps, j'ai appris qu'un client, il n'a pas forcément besoin qu'on lui ressemble, parce que le conseil, on nous achète aussi notre métier de consultant pour le regard extérieur qu'on apporte, pour la personnalité différente que l'on est. Et donc, en fait, finalement, il faut apprendre aussi dans le conseil à être soi-même, parce que c'est ça peut-être que le client attend, tout en étant dans l'empathie, la compréhension de l'univers de nos clients. Et donc, voilà. Donc, c'est un juste équilibre à trouver, je dirais. Donc, c'est à peu près au moment du Covid où vous estimez que voilà, vous êtes un peu perdu vous-même. Et donc, vous allez faire un séjour dans un ashram en Inde. Alors là, quand je lis ça, moi, je me dis, oh là là, elle va partir dans un truc très mystique et ça va pas du tout me convenir, ce livre. Mais en fait, pas du tout. Vous expliquez juste que c'est le moyen que vous avez trouvé pour faire le point sur vous-même, sur ce que vous vouliez faire et sur la façon dont vous voulez fonctionner. C'est ça, en fait. Oui, c'est marrant que vous ayez été étonné par l'anecdote, parce que moi-même, j'ai eu du mal à la raconter. C'est mon éditeur, que je remercie d'ailleurs, Jérémy Pelletier, aux éditions de l'Aube, qui m'a poussé à faire un témoignage un peu plus personnel dans l'introduction pour raconter mes errements, mes tâtonnements et mes erreurs. Pourquoi ? Parce que le leadership, c'est super dur. On va pas se mentir. C'est vachement bien d'être leader, c'est vachement bien d'être manager et en responsabilité, mais ce sont quand même, il y a quand même certaines difficultés. Et donc, la raison pour laquelle j'ai expliqué le passage en Inde, c'est que à un moment donné de ma carrière, j'exerçais une forme de leadership, un style de leadership, pensant
comme je vous l'avais dit, qu'il fallait correspondre à certains standards et certaines normes et certains codes. Et puis, je me suis perdue dans ce style de leadership parce qu'en fait, c'était pas moi et j'étais pas heureuse. Et j'avais le sentiment, en plus, que j'étais non performante, inefficace. C'est-à-dire que quand j'essayais d'embarquer les équipes avec un style de leadership très descendant, très autoritaire, que je pensais devoir appliquer, je me rends compte que ça ne faisait pas, il n'y avait aucun impact sur les équipes. Et donc, j'ai décidé de partir en Inde pour faire le point sur moi-même, sur qui je suis, me réaligner. Donc, c'est passé effectivement par quelques mois dans un ashram, où globalement, il y a un tel dépouillement que vous êtes obligé de revenir sur qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Et c'est finalement, dans l'observation de la vie du ashram et dans les rencontres avec le guide spirituel qui gère le ashram, que j'ai peu à peu construit le leader que j'avais envie d'être. L'inspiration de ce guide, c'était de voir que finalement, il était là. Il gérait un ashram de 300 personnes, mais il n'imposait rien. Il guidait, il animait, il embarquait, mais jamais il ne donnait d'ordre ou il imposait des choses. Alors, et chacun était autonomisé. Personne n'était infantilisé. Et donc, je me suis dit, c'est plutôt cette idée d'être une forme de meneur de jeu, d'être en altérité, que j'ai envie d'être. Et c'est de ça qu'est devenu le pop leadership. Mais bon, c'est tout un parcours, c'est 5 ans de réflexion et de chemin personnel. Du coup, à votre retour d'Inde, vous essayez de mettre en place ce qu'on appelle l'entreprise libérée. Et là aussi, pas facile, hein? Oui, pas facile. Parce que quand je reviens d'Inde, je me dis, bon, bah, en gros, on va faire un ashram entreprise. Peut-être un peu, vous voyez, encore dans les vapeurs du Gange et tout. Et je me suis dit, bah, c'est génial, en fait. On va faire la même chose. La même chose. Sauf qu'une entreprise n'est pas un ashram. Ça marche pas. Et donc, je suis allée voir les thèses d'Isaac Getz. Du coup, je me suis beaucoup inspirée de ses travaux. Et donc, j'ai complètement libéré l'entreprise, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, ça veut dire qu'il y a moins de cadres, il n'y a pas d'autorité. On attend que chacun soit responsable de ses tâches, se fixe ses propres objectifs. En gros, c'est ça l'entreprise libérée. Et bien, ça n'a pas marché. En fait, ça n'a pas marché, en tout cas, comme je le voulais. Ça a été une très belle expérimentation et il en est sorti des super choses, notamment l'émergence de personnalités incroyables qui ont affirmé une forme de leadership. Mais ce qui ne marche pas, c'est que dans l'entreprise, quand même, il faut un cadre. C'est-à-dire que le monde de l'entreprise, il faut un patron, il faut un cadre. Et donc, je me suis dit, il ne faut pas une entreprise libérée, il faut une entreprise libératoire. C'est-à-dire, je suis la patronne, à moi de fixer le cadre. Et dans ce cadre-là, chacun peut être libre d'agir comme il le souhaite. Donc, voilà, je suis allée un peu loin dans l'expérimentation, mais en même temps, ça fait partie du chemin du leader. On ne fait pas tout bien. Parfois, on essaye des trucs, on se plante, on apprend. Et puis, peu à peu, j'ai essayé de remettre un équilibre. Et aujourd'hui, je crois plutôt à des modèles qui sont fondés sur la confiance, a priori, avec un exercice du contrôle pas trop fort et une vraie responsabilisation des gens. Alors, ça m'intéresse ce que vous venez de dire à l'instant là. Vous avez dit, c'est basé sur la confiance a priori. Et c'est vrai qu'on dit toujours, la confiance, ça se gagne, ça ne se décrète pas. Et donc, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on essaye d'un peu d'inverser ce truc-là en disant non, la confiance, ça se décrète. Et puis, si après, il y a un problème, voilà. C'est votre façon de fonctionner aujourd'hui? C'est plutôt ma façon de faire. En fait, je trouve que ça met une pression de dire la confiance, ça se gagne. Enfin, voilà. Donc, pourquoi, si on se choisit comme collaborateur et entreprise, pourquoi je veux dire la confiance, ça se gagne? Non, on se choisit comme collaborateur et chef. Et d'emblée, je donne ma confiance. Et après, charge à chacun, et parce que c'est un contrat, ça va dans les deux sens, d'avoir des points de contrôle, des points de passage, des points de débrief pour être certain que cette confiance, on la mérite mutuellement. Le deuxième point que vous avez mentionné, c'est la responsabilisation de chacun. Est-ce que chaque collaborateur, est-ce que chaque individu dans une entreprise est capable d'assumer cette responsabilité, entre guillemets, un peu seul, cette autonomie que ça nécessite? Ou est-ce qu'il y a des caractères qui peuvent tout simplement pas fonctionner de cette façon-là? C'est un très bon point. En fait, tout le monde... Dans l'entreprise, les collaborateurs sont avant tout des individus, des hommes et des femmes. Et ils arrivent dans l'entreprise avec leur personnalité. Et effectivement,
la responsabilisation ne convient pas à tout le monde. Moi, j'ai le sentiment que la responsabilisation est importante pour tout le monde parce que ça veut dire que je vous fais confiance et qu'on va faire un truc sympa ensemble. Mais du coup, il y a une nécessaire adaptation du niveau de responsabilisation et de l'accompagnement. Il y a des gens, en fait, il faut les lâcher dans le grand bain pour que finalement ils apprennent à nager. Il y en a d'autres, il faut leur tenir la main dans le petit bain, mais à un moment donné, ils vont révéler leur talent. Et donc, si la responsabilisation, c'est peut-être un mot d'ordre, en revanche, la façon de le faire doit être adaptée à la singularité de chacun. Quel bénéfice vous pensez que ça a pour les collaborateurs, ce mode de fonctionnement-là ? J'ai l'impression que ça leur donne plus de sens, en fait, c'est-à-dire qu'ils se sentent plus utiles. Ils ont l'impression de donner vraiment leur contribution, leur marque de fabrique, leur singularité. D'exprimer leur personnalité, leur talent, tout en se conformant à un collectif, parce qu'il y a dans une entreprise des règles de collectif. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment que, moi, ce qui m'hallucine quand ce type de situation arrive, c'est de voir à quel point certains sont capables de libérer leur talent et de devenir des gens incroyables, de grandir, d'avoir un chemin, une trajectoire puissante dans ma bouche, c'est dans l'exercice d'un leadership et de faire quelque chose de leur vie professionnelle. Voilà, donc j'ai plutôt l'impression que c'est assez libératoire du talent de chacun. On a parlé de votre expérimentation de l'entreprise libérée que vous avez poussée à son paroxysme, on va dire ça comme ça. Et vous avez aussi expérimenté l'accompagnement par un coach. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la solitude du dirigeant. J'imagine que c'est pour ça que vous avez fait appel à un coach. Et là aussi, pas forcément le succès au bout. Oui. En fait, moi, j'ai toujours été très branchée sur le développement personnel parce que c'est vrai qu'en tant que dirigeante, je trouve ça dur. Vous avez parlé de solitude, puis il y a des doutes, il y a tout ça. Donc, moi, j'ai l'habitude de me faire coacher, pas tout le temps, mais en fonction des étapes professionnelles de ma carrière. Et puis, comme je trouve ça vachement bien et constructif, j'ai eu tendance à me dire, c'est super. Je vais le rendre accessible à tout le monde. Et effectivement, dans l'entreprise que je dirigeais, chacun pouvait avoir accès à un coach en individuel. Et puis, j'ai fait intervenir des coachs en collectif également. L'enseignement, c'est que en fait, tout le monde n'est pas prêt au même moment à travailler avec un coach pour faire un peu un travail d'introspection. On ne peut pas l'imposer. En fait, il faut que ça soit une démarche très volontaire. Et plus la personne est volontaire, plus elle est actrice de son propre changement. Donc, effectivement, l'erreur, ça a été de me dire que ce qui marchait pour moi allait forcément marcher pour tout le monde et que ce dont j'avais envie, tout le monde allait en avoir envie. Et j'ai un peu trop laissé le coaching s'infiltrer dans l'entreprise sans mettre les cadres de sécurité auxquels chacun a droit. Et c'est en faisant toutes ces expérimentations que vous arrivez finalement à définir un peu le leadership que vous voulez mener aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui donne les leaders pop. Comment vous définiriez ce concept, Marion ? Alors, le pop leadership, pop, c'est populaire, ouvert et politique. Donc, j'ai joué sur ces mots-là. Et j'ai trouvé mon inspiration auprès de la pop art et de la pop culture. Parce qu'en fait, la pop culture, c'est quoi ? C'est un courant artistique qui a trouvé son inspiration dans la société, notamment la société de consommation, puisqu'on se souvient des soupes Campbell, d'Andy Warhol et tout ça. Ouais. Et ben pour moi, le pop leadership, c'est pareil. C'est un leadership qui trouve son inspiration dans la société, dans les grands mouvements de société, dans la connexion la plus forte aux individus, aux citoyens, pour nourrir le leader et l'aider à être plus performant. Donc, l'inspiration, moi, je l'assume, elle vient du pop art et de la pop culture. Donc, qu'est-ce que c'est un pop leader ? C'est un leader qui est à hauteur de société, hauteur d'hommes et hauteur de femmes, on va dire. Donc, je suis à hauteur de société, je ne suis pas en surplomb. Et je suis capable de me connecter à toutes les mutations sociétales, tous les courants de société, pour faire en sorte de diriger mon entreprise, mon parti politique, mon courant religieux, ou presque ma bande de potes, pour faire en sorte de le faire en totale empathie sociétale, si je puis dire. Voilà. Donc, tout en mettant un cadre. Voilà. Donc, le P de populaire, c'est cette capacité à se connecter à ce qui est populaire, donc la société. Le O, c'est l'ouverture. Si je veux le faire, il faut que je puisse m'ouvrir à l'autre, mais aussi m'ouvrir
à moi-même, donc ça demande un peu un boulot d'introspection. Et puis le P de politique, c'est pour dire que les leaders d'aujourd'hui sont souvent et doivent être des leaders engagés. Pas forcément d'avoir un combat politique, mais en tout cas un combat personnel, une cause qui vous tient à cœur, parce que je trouve que ce qui transcende le leadership, finalement, c'est l'engagement qu'on a pour quelque chose. C'est l'engagement du leader ou c'est l'engagement de l'entreprise et je veux ramener ça en tirant le fil à la raison d'être, l'entreprise à mission? C'est d'abord l'engagement du leader. C'est-à-dire que, en fait, je ne crois pas à une entreprise qui va se doter d'une raison d'être, puisque ça a été quand même... c'est à la mode, si je puis dire. On peut avoir une entreprise qui se dote d'une raison d'être, mais si le dirigeant ne donne pas le là et n'en fait pas quelque chose de personnel, en fait, ça n'infuse pas de la même façon. Ouais. Donc, effectivement, quand moi, dans mon métier de consultante, je fais des travaux sur la raison d'être, souvent, bien évidemment, c'est pour l'entreprise, parce qu'une entreprise, parfois, elle reste la même, et la raison d'être va rester la même, et puis les dirigeants vont changer. Donc, il faut qu'il y ait une part très forte de connexion à l'entreprise et à son histoire, mais le dirigeant doit absolument mettre de sa touche personnelle et que ça vibre en lui. Sinon, c'est pas authentique. Est-ce que vous avez le sentiment que ces diktats, ces codes, ils sont vraiment partout aujourd'hui dans la société, quel que soit le type d'entreprise, ou est-ce que des entreprises plus récentes, type start-up, sont moins touchées par ces choses-là et ont déjà peut-être des dirigeants qui ont ce style de leadership? J'ai le sentiment qu'il y a peut-être quelque chose, effectivement, dans la typologie des entreprises. Les petites entreprises, elles sont effectivement très incarnées par le patron qui est très présent et tout ça. La question, c'est quand on grandit et quand on devient scale-up et puis licorne, comment on garde cette colonne vertébrale. J'ai eu beaucoup tendance à penser que le leadership que je défends, ce pop leadership, je me suis interrogée sur est-ce que c'est une question de génération, est-ce que c'est une question de sexe. D'une part, ça n'est pas une question de sexe. Le pop leadership, il est non genré. Il y a des valeurs féminines, des valeurs masculines, qu'on soit homme ou femme, c'est un équilibre. Et puis, sur la génération, moi, j'ai la chance de croiser énormément de leaders dans mon métier chez Arcane ou dans mon think tank Entreprise et Progrès. Et en fait, je me rends compte que c'est pas une question de génération. Il y a des jeunes leaders qui sont dans un leadership très traditionnel et très conservateur, un peu old school parfois, comme moi je l'ai été, en essayant de singer ce que je voyais autour de moi. Et puis, il y a des plus vieux leaders qui incarnent ce pop leadership avec cette immense modernité. Donc, c'est vraiment pas une question d'âge. Je pense que c'est aussi une question de parcours personnel, de là où vous en êtes dans votre propre cheminement de leader. Par exemple, quelqu'un comme Monsieur Ribou à la tête de Danone, ça aurait pu être un leader pop? Antoine Ribou, Antoine Ribou, fondateur de Danone, est un leader pop parce que il avait un combat politique qui était l'articulation, la présence de la performance humaine aux côtés de la performance économique. J'en parle d'autant mieux qu'il a créé Entreprise et Progrès il y a 50 ans. Il y a 50 ans, arriver avec cette vision de l'entreprise où l'humain doit être au cœur, franchement, c'était très novateur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait claqué la porte du CNPF de l'époque en disant « je ne me reconnais pas là-dedans ». Ancêtre du MEDEF. Et Entreprise et Progrès fait perdurer cette tradition de François Dalle de L'Oréal et d'Antoine Ribou de Danone. En termes de management, qu'est-ce que ça change? On a beaucoup parlé évidemment de cette mise en responsabilité des équipes, mais qu'est-ce que ça change dans vos relations au quotidien avec les équipes? Je pense que ce que ça veut dire, c'est une posture qui s'adapte. Donc une posture d'écoute. Souvent, les leaders ont tendance à parler en premier dans une réunion. Moi, je pense qu'il faut qu'ils laissent la parole et leur rôle, c'est d'écouter puis de trancher en ayant pris les avis de tout le monde. Donc, il y a une écoute très forte, une position basse, accepter de se mettre en retrait, d'écouter pour laisser l'autre briller. Il y a une empathie. Une empathie au sens être capable de se connecter sans rentrer dans l'intime, mais vraiment à l'autre dans sa singularité, et de dire je reconnais chez vous ça ou ça. Donc pour moi cette empathie elle est importante. Donc il y a toute cette idée d'ouverture, d'empathie, de bienveillance, voilà, avec ce qui ne changera jamais dans le leadership, la capacité de driver un collectif,
de faire en sorte que la performance, puisqu'on est dans une entreprise, donc la performance soit au cœur, qu'une entreprise fasse des profits, et donc à un moment donné, de donner le cap, d'arbitrer, de décider et de diriger. Voilà, donc c'est un peu un équilibre, et donc il n'y a pas une bonne réponse, il n'y a pas une attitude, il y a des situations qui impliquent différents comportements. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, le pop leadership ? C'est finalement avoir une espèce de catalogue situationnel et de se dire, là, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on attend de moi en tant que leader ? Comment il faut que je me comporte ? Mais c'est jamais la même chose. Mais c'est ça qui est intéressant, du coup. Mais c'est vrai que le risque, à chaque fois qu'on parle d'écraser cette pyramide, ce qui revient un peu à ce que vous dites quand même, c'est qu'au final, on ne le voit plus, le leader. À force d'avoir quelque chose qui soit le plus linéaire possible. Alors, ça, c'est un vrai point parce qu'il y a de temps en temps des leaders qui ont cette ultra-conscience de le fait qu'ils veulent laisser les autres, laisser de la place, mais du coup, ils perdent leur place. Ils sont très humbles et finalement, ils sont trop en position basse et c'est pas ce qu'attendent non plus, ce qu'attendent des collaborateurs d'une entreprise. Donc, il faut faire de la place, mais garder sa place et être capable de la reprendre, même quand on la laisse de temps en temps, de la reprendre à certains moments. Donc, vous voyez, c'est une question de variation, en fait, comme une partition de musique, où c'est jamais la même chose, parce qu'en fait, c'est de la matière humaine, et donc c'est ça qui est intéressant et riche. On a parlé du point de vue des collaborateurs, mais du point de vue de la gouvernance, vous développez le concept d'open gouvernance. C'est quoi une open gouvernance ? Une open gouvernance, c'est effectivement une gouvernance qui permet aux dirigeants de ne pas uniquement diriger, mais de gouverner. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas juste diriger avec son PNL et son business plan, mais c'est gouverner avec la société, avec un grand S. C'est une réponse, par exemple, au capitalisme des parties prenantes. On entend beaucoup parler de ça. C'est une vision très européenne du capitalisme, où, en fait, il n'y a pas que l'actionnaire, mais il y a aussi l'ensemble des parties prenantes, avec des questions, d'ailleurs, sur la hiérarchie des parties prenantes, parce que pendant longtemps, ça a été l'actionnaire, le client et le collaborateur. Maintenant, certains revoient cette pyramide de parties prenantes en disant c'est d'abord le collaborateur et l'actionnaire à la fin. Je crois qu'il n'y a pas de règle. Mais en tout cas, cette gouvernance ouverte, elle laisse rentrer la société dans l'entreprise. Elle permet de comprendre toutes les interpellations sociétales, parce que quand vous regardez en ce moment, entre la guerre en Ukraine, l'avortement aux États-Unis, le droit des femmes en Iran, tous ces sujets sociétaux s'invitent dans l'entreprise. Et parfois, les dirigeants que j'accompagne nous disent, en fait, moi, j'ai appris à diriger et à faire du business, et tout d'un coup, on me demande de rendre des comptes sur plein de mutations sociétales qui sont quand même pas mon job. Je ne peux pas tout régler. Et donc, c'est difficile. Et donc, l'open gouvernance, c'est comprendre la société dans laquelle on est, ce que les parties prenantes attendent de nous, mais définir une colonne vertébrale pour dire à ces parties prenantes, on ne va pas nous tout régler entreprise, parce que ça n'est pas notre rôle. En revanche, là-dessus, on va travailler ensemble, collaborer et faire progresser la société. Vous voyez quand même une frontière entre le monde politique et le monde de l'entreprise ? Oui et non, au sens où le pop leadership s'applique aux hommes politiques. Il y a des hommes et des femmes politiques qui sont très connectés à la société, très connectés à la rue, très connectés à leur base. Et puis parfois, certains hommes ou femmes politiques perdent cette connexion et ça les isole. Et du coup, je pense que ce côté populaire, ouvert et politique peut s'appliquer à l'homme politique. Ce qui est intéressant dans votre question, c'est que là où ça converge, c'est que le dirigeant d'entreprise, parfois, et c'est ce qu'ils me disent, ils ont l'impression qu'on attend d'eux de se comporter comme des hommes politiques. C'est ça. Parce que on leur dit, qu'est-ce que tu fais pour ci, pour ça, et en fait, eux, ils sont là pour diriger leur boîte. Et donc, c'est ça qui est difficile. Moi, je pense qu'un dirigeant d'entreprise ne doit pas être un dirigeant politique. En revanche, il peut avoir un combat politique au sens sociétal du terme. Mais chacun son job. Le sous-titre de votre livre, c'est « Changer les chefs pour changer le monde ». Marion, ça va prendre combien de temps ? Quelques décennies.
quelques décennies. On est tous conscients qu'il y a 2-3 trucs qui doivent changer dans notre monde. On a une urgence écologique, on a une urgence de fracture générationnelle et de fracture sociétale. On a la question de notre rapport au travail. Bref, tout ça, vous le savez mieux que moi. Et il faut qu'on s'attaque à ces sujets-là parce qu'il y a quand même urgence. La façon de s'y attaquer, parce qu'en fait, on lit plein de thèses sur finalement comment on invente ce nouveau monde. Moi, j'ai pas de réponse, j'ai pas les solutions, j'essaie de le faire à mon niveau. En revanche, ma conviction, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire, c'est que si on veut réussir à régler ces problèmes-là, finalement, ça passera par les leaders, ça passera par le leadership. Et ça passera par la façon dont nous, leaders, on se réinvente. Et ça, j'avais envie de le livrer parce qu'en fait, on a une responsabilité. Ce changement de paradigme et ce changement de monde, il nous oblige, nous les leaders. Mais en fait, il ne faut pas croire qu'il y a des réponses toutes faites qui ne nous impliquent pas nous-mêmes. Je pense qu'il faut aussi qu'on prenne notre part de responsabilité. Merci beaucoup Marion Darrieutor. Je rappelle que vous êtes la CEO de The Arcane, présidente du think tank Entreprise et Progrès, et que vous publiez Le Temps des leaders pop, c'est aux éditions de l'Aube.